Un soir, quelques minutes avant d'aller me coucher, je suis entrée dans la salle de bain pour prendre une douche. Soudain, j'ai entendu un cri, un hurlement venu de la chambre de ma femme, Rayana. J'ai couru, paniqué, et quand j'ai ouvert la porte, je l'ai trouvée effondrée au sol, le corps tremblant, secoué de convulsions. Je me suis précipitée vers elle, terrifiée, incapable de comprendre ce qui se passait. Et lorsqu'elle m'a révélé la cause de ce qu'elle voyait, tout a basculé. Il existe des gens dont le cœur est rempli de noirceur, des personnes qui croient triompher en manipulant, en nuisant, en semant le mal. Mais tôt ou tard, leurs propres ténèbres les engloutissent. Et ce que vous allez entendre aujourd'hui en est la preuve. Je m'appelle Ramzi. Depuis mon enfance, ma vie n'a jamais ressemblé à celle des autres. J'ai perdu mes parents à l'âge de 5 ans. Après leur mort, ma mère et moi sommes allés vivre chez ma grand-mère. Mais à mes 8 ans, le malheur a de nouveau frappé. La maison de ma grand-mère a pris feu. Ce jour-là, ma mère et moi étions sortis. Ma grand-mère, elle, dormait à l'intérieur. Le feu s'est propagé si vite qu'elle n'a pas eu le temps de fuir. Elle est morte, brûlée vive. À partir de ce jour, on a tout perdu. Plus de toit, plus d'argent, plus de famille. Le seul frère de ma mère, Raouf, s'était marié depuis longtemps et avait complètement disparu de nos vies. Il n'était même pas venu à l'enterrement. Quand il avait appris la mort de sa mère, plus d'1 mois plus tard, il s'était simplement contenté de dire que Dieu ait pitié d'elle. Puis plus rien. On était seuls. Notre situation était si précaire que personne dans le quartier ne voulait nous tendre la main. Là où on vivait, les riches s'entraidaient entre eux, les puissants se soutenaient, mais les pauvres restaient invisibles. Alors, j'ai compris très tôt que je devrais devenir le pilier de la maison. Je passais mes journées au marché, à porter les sacs des clients, à vendre des fruits, à gagner quelques pièces pour subvenir à nos besoins. Pendant ce temps, ma mère restait à la maison. On vivait toujours dans la maison brûlée de ma grand-mère, dont les murs portaient encore les traces du feu. Chaque jour, l'odeur de la fumée semblait s'accrocher à nos vies, comme si le passé refusait de nous laisser partir. Ma mère ne parvenait pas à surmonter sa mort. Parfois, elle passait des heures assise devant la photo de ma grand-mère, murmurant des prières, comme si elle lui parlait encore. Un soir, j'avais 12 ou 13 ans. On dormait côte à côte dans la même chambre, épuisés. Soudain, un bruit venant du salon m'a réveillée. Je me suis redressée, confus. Ma mère dormait à côté de moi. Alors, qui pouvait bien être là? J'ai ouvert doucement la porte, le cœur battant. Et ce que j'ai vu, je ne l'oublierai jamais. Ma grand-mère se tenait devant moi. Son visage était brûlé, sa peau pendait en lambeaux, exactement comme le jour où on l'avait retrouvée morte. Sous le choc, j'ai reculé, puis j'ai pris mes jambes à mon cou. J'ai couru dehors, criant de toutes mes forces, oubliant même ma mère dans la chambre. Mais elle, étrangement, ne s'était pas réveillée, comme si ce que j'avais vu n'existait que pour moi. Après quelques minutes, je suis rentrée, tremblant, en espérant que tout ça n'était qu'un cauchemar. Mais non, elle était encore là, debout, immobile, ses yeux fixés sur moi. Et soudain, sa voix s'est élevée, une voix grave, profonde, pas humaine. Elle m'a seulement dit une chose: prends ta mère et quitte cette maison. Ma grand-mère, ou cette chose qui avait pris son apparence, m'a dit que la maison n'était plus habitable. Je sais que certains d'entre vous auront du mal à croire ce que je vais raconter. Mais le Créateur en est témoin, c'est exactement ce qui s'est passé. Après avoir entendu ces mots sortir de sa bouche, j'ai compris qu'on ne pouvait plus rester ici. Ce lieu était devenu dangereux, maudit peut-être. Mais je ne voulais pas effrayer ma mère, ni la plonger dans la panique. Alors, je n'ai rien dit cette nuit-là. Le lendemain matin, je lui ai raconté calmement que j'avais vu ma grand-mère, ou ce que je croyais être elle, et qu'elle m'avait averti de quitter la maison au plus vite. Ma mère n'a pas réagi. Elle est restée immobile, le regard fixé vers le sol. Je l'ai interpellée, inquiet, lui demandant si elle m'écoutait. Et lorsqu'elle a fini par parler, ses paroles m'ont glacé le sang. Elle m'a expliqué qu'elle aussi, depuis longtemps, voyait ma grand-mère apparaître un peu partout dans la maison. Parfois dans le salon, parfois dans la cuisine, parfois même dans la salle de bain. À chaque fois, le message était le même: quitter cette maison avant qu'il ne soit trop tard. Mais ma mère n'a rien dit, parce qu'elle savait qu'on n'avait nulle part où aller. Et maintenant, ces avertissements répétés prenaient un tout autre sens. Quelque chose d'invisible vivait ici, quelque chose qui nous voulait du mal. Je lui ai dit qu'il fallait partir, coûte que coûte. Elle m'a répondu et m'a demandé où on irait. On n'avait personne. Je lui ai simplement répondu de ne pas s'inquiéter, que je trouverais une solution. En réalité, je n'avais aucune idée de ce que j'allais faire. Mais le silence n'était plus possible.
La fierté, cette dignité qui nous avait poussés à ne jamais demander d'aide, devait être mise de côté. Parce que cette fois, notre vie en dépendait. Ma mère a donc pris les choses en main. Elle a commencé à frapper aux portes des maisons du quartier, demandant de l'aide, suppliant que quelqu'un nous héberge, même temporairement. Et moi, chaque jour, je la voyais revenir, épuisée, humiliée. Beaucoup de gens lui fermaient la porte au nez. D'autres faisaient semblant de ne pas l'entendre. Même l'épicier du coin, à qui elle avait demandé un peu de crédit pour acheter du pain, avait refusé. C'était la misère dans toute sa cruauté. On a continué malgré tout à dormir dans la maison brûlée, mais dans une petite pièce extérieure, loin du cœur du bâtiment, pour éviter de revivre les mêmes apparitions. Les jours passaient, jusqu'à ce qu'un matin, le Créateur nous envoie une lueur d'espoir. Une femme du quartier a entendu parler de notre situation. C'était une femme pieuse, bienveillante, connue pour sa générosité. Elle vivait seule dans une grande maison et sans hésiter, elle a décidé de nous accueillir. Elle nous a installés dans une chambre extérieure de sa demeure, le temps qu'on se remette sur pied. Et ce n'était pas tout. Cette femme a fait bien plus que nous héberger. Elle nous a nourris, nous a aidés, a pris soin de ma mère comme si c'était sa propre sœur. 3 jours plus tard, elle nous a trouvé une maison à louer. Elle en a payé le loyer complet sans même nous le dire. On a déménagé et pour la première fois depuis des années, la peur a semblé s'éloigner. Les années ont passé. Notre vie a repris doucement un rythme normal. J'ai grandi, trouvé un emploi à la compagnie d'électricité et grâce au Créateur, tout allait mieux. On a vécu dans cette nouvelle maison jusqu'à mes 20 ans. C'est là que tout a recommencé. À ce moment-là, ma mère vieillissait, ses forces diminuaient. Elle peinait à marcher et à s'occuper des tâches du quotidien. Après tout ce qu'elle avait enduré, son corps était usé, vidé. Je faisais de mon mieux pour lui rendre tout ce qu'elle m'avait donné. Un jour, sans prévenir, elle m'a parlé de mariage. Elle m'a dit que j'avais grandi, que je travaillais, il était temps de penser à fonder ma famille. Je lui ai répondu que je ne voulais pas la laisser seule. Mais elle a insisté. Si je me mariais, ma femme pourrait vivre avec nous. Alors, j'ai accepté. Je lui ai demandé de choisir elle-même une fille convenable. Et 4 jours plus tard, elle est revenue, souriante. Elle m'a annoncé qu'elle avait trouvé la femme idéale pour moi. Mais lorsque j'ai entendu le nom de la jeune fille, j'ai senti mon cœur se serrer. C'était la fille de Fala, un homme connu dans toute la région pour sa réputation désastreuse. Toute sa famille était redoutée. Les fils de Fala étaient tous des anciens détenus, des bagarreurs, des fauteurs de troubles. Quand ma mère m'a annoncé le nom de la fille qu'elle avait choisie pour moi, j'étais sous choc. Je lui ai dit que parmi toutes les filles du quartier, elle n'avait trouvé que la fille d'Abou Fala. Ma mère a baissé la tête, honteuse, incapable de me regarder. Elle a murmuré d'une voix tremblante qu'elle avait essayé, mais personne ne voulait de moi à cause de notre situation. Alors, elle m'a supplié d'accepter celle-ci. Peut-être qu'elle serait différente de sa famille. J'épousais la fille, pas son père, ni ses frères. En voyant la détresse dans ses yeux, j'ai juré devant le Créateur que je ne refuserais pas. Elle avait trop souffert pour moi. Il était temps qu'elle se repose. Une semaine plus tard, tout était prêt. Je suis allée voir la fille, Rayana. À première vue, tout semblait normal. Mais quand j'ai vu son père et ses frères, j'ai eu un mauvais pressentiment. Leur regard était sombre, vide, presque inquiétant. Ils me fixaient sans sourire, les yeux cernés de noir. Leur attitude me mettait mal à l'aise. Abou Fala, le père, ne m'avait même pas salué. Il s'était assis, cigarette à la bouche, en me regardant de haut, sans respect. Tout en moi me disait de fuir cette famille. Mais comment dire non à ma mère? J'ai accepté. On a convenu d'un mariage simple, sans invité, ni fête luxueuse. De toute façon, qui viendrait? Dans notre région, ni nous, ni la famille d'Abou Fala n'étions appréciés. Rayana et moi devions vivre avec ma mère. La femme qui nous louait la maison, malgré son départ du quartier depuis 5 ans, continuait à payer le loyer à notre place. Que le Créateur la récompense. La maison était grande, 6 pièces, spacieuse et tranquille. Tout semblait enfin s'arranger. Le jour du mariage est arrivé. On a loué une petite salle dans le quartier pour faire une fête modeste. Mais un détail m'a frappé. Aucun membre de la famille de Rayana n'est venu. Ni son père, ni ses frères. Sa mère, elle, était morte depuis longtemps. Elle vivait seule parmi ses hommes et c'est une voisine qui avait recommandé Rayana à ma mère. C'est donc avec l'aide de cette voisine que le mariage avait été organisé. Pendant la fête, je lui ai demandé où étaient son père et ses frères. Elle m'a simplement répondu qu'ils étaient occupés et qu'ils ne pouvaient pas venir. J'ai aussitôt regretté d'avoir fait ce dîner.
J'aurais mieux fait d'aller la chercher discrètement et de l'amener à la maison sans tous ces tracas. Après la petite fête, je suis rentrée avec ma mère et ma nouvelle épouse. Mais dès que j'ai posé la main sur la porte de notre maison, quelque chose m'a paru anormal. Le sol était jonché de morceaux brisés. Et quand j'ai approché la serrure, j'ai remarqué qu'elle était recouverte d'une substance blanche, comme du plâtre. Intriguée, j'ai inséré la clé dans le trou et la porte était bien fermée. J'ai soupiré de soulagement. J'avais eu peur que quelqu'un profite de notre absence pour cambrioler la maison. Mais ce détail étrange, cette matière collée sur la serrure, je ne l'ai jamais oublié. Dès le lendemain matin, les choses ont pris une tournure étrange. Rayana m'a demandé de la ramener chez son père. Je lui ai demandé pourquoi et elle m'a répondu qu'elle voulait préparer le petit déjeuner pour son père et ses frères. Apparemment, c'était une habitude chez eux. Je n'ai rien dit pour éviter toute dispute. Je l'ai donc déposée chez elle. Elle est restée là-bas environ 1 heure, puis elle est revenue. Mais le lendemain, la même chose s'est reproduite, et le surlendemain aussi. Pendant 2 semaines entières, chaque matin, je la conduisais chez son père pour qu'elle fasse le petit déjeuner, avant de venir la récupérer plus tard. Au bout de 2 semaines, elle m'a dit qu'elle voulait inviter son père et ses frères à la maison. J'étais assez réticent. Je ne voulais pas qu'ils viennent chez moi, à cause de leur réputation. Et si les voisins les voyaient entrer chez moi, ils me mettraient dans le même sac qu'eux. Alors, j'ai proposé à Rayana de les faire venir seulement le soir, après le dîner, quand tout le quartier serait endormi. Elle a accepté. Le soir venu, vers 21 h, ils sont arrivés. Dès qu'ils sont entrés dans le salon, j'ai senti une tension étrange. Ils se regardaient sans parler, échangeant des signes du regard, comme s'ils se préparaient à aborder un sujet difficile. J'ai fini par leur demander directement ce qu'il y avait et pourquoi ils chuchotaient entre eux. Son frère le plus âgé m'a répondu d'un ton sec. Il m'a dit que j'avais pris leur sœur chez moi. Il m'avait fait confiance, à moi et ma mère. Il pensait qu'elle serait bien traitée. Mais apparemment, ma mère ne respectait pas les limites. Et il ne fallait plus jamais qu'elle se permette de manquer de respect à leur sœur. Je suis restée sans voix. De quoi parlait-il ? Ma mère, elle n'avait jamais levé la voix sur qui que ce soit, et encore moins sur Rayana. En plus, j'étais toujours présent quand elles étaient ensemble. Ma mère avait toujours traité Rayana comme sa propre fille. Jamais une parole blessante, jamais un ton dur. Alors, quand j'ai entendu ces accusations, j'ai compris que ses frères cherchaient seulement à créer un conflit, là où il n'y en avait pas. Je leur ai demandé d'où venait cette histoire. Son frère m'a répondu que c'était Rayana elle-même qui s'en était plainte. Elle voulait, selon lui, m'en parler, mais n'avait pas osé. Alors elle avait demandé à ses frères de le faire à sa place. Il prétendait être venu calmement et avec respect pour régler le problème. Mais à ce moment-là, ma colère est montée d'un coup. J'ai appelé Rayana pour qu'elle vienne s'expliquer. Elle s'est assise parmi nous, les yeux fuyants, et a commencé à parler. Son discours était étrange, comme récité d'avance. Chaque mot semblait répété, calculé, sans émotion. J'ai compris qu'elle n'était pas sincère, que ses frères l'avaient forcée à dire ces choses. Elle prétendait que ma mère la traitait comme une servante. Mais je connaissais ma mère. C'était impossible. Je suis un homme calme, je déteste les disputes, et les frères de Rayana avaient la réputation d'être dangereux. Alors, pour éviter le pire, j'ai pris sur moi. Je leur ai dit que ma mère avait peut-être eu tort, que je m'excusais et que je traiterais leur sœur comme une reine. Je leur ai même demandé ce qu'ils voulaient que je fasse pour arranger les choses. L'un d'eux, le frère du milieu, a pris la parole. Le seul moyen, selon lui, était que Rayana vive dans une autre maison, séparée de ma mère, pour qu'elle soit à l'aise et respectée. Je leur ai répondu que je m'étais mariée avec Rayana pour qu'elle vive avec moi et ma mère, pour qu'on s'entraide, pas pour qu'elle ait sa maison à elle. Sinon, à quoi bon ? Mais ils ont insisté. En voyant que je refusais, ils ont changé d'idée. Il m'a demandé d'au moins prendre une maison plus grande, avec 2 étages, ma mère en haut et leur sœur en bas. Chacun aurait son espace. Leur proposition m'a fait réfléchir. Avant de décider, je voulais en parler à ma mère. Je leur ai donc dit de rentrer chez eux et que je leur donnerais ma réponse plus tard. Ils ont accepté, mais avant de partir, ils ont emmené Rayana avec eux. Ils m'ont dit que quand j'aurais pris la décision, elle reviendrait. C'était humiliant, comme s'ils me privaient de ma propre épouse. À ce moment-là, j'aurais voulu en finir avec tout ça, divorcer, les rayer de ma vie. Après leur départ, je suis allée voir ma mère. Je lui ai tout raconté. Elle m'a assuré qu'elle avait toujours traité Rayana avec douceur, comme une fille. Chaque fois qu'elle la voyait cuisiner, elle l'aidait. Mais peut-être que la jeune femme n'aimait pas la maison et cherchait un prétexte pour partir. Je lui ai dit que j'allais divorcer,
que j'en avais assez. Mais ma mère m'a supplié de patienter, de lui donner une chance, peut-être qu'elle changerait. J'ai accepté, sans conviction. Au fond, je sentais que quelque chose n'allait pas. Alors, en suivant le souhait de ma mère, j'ai commencé à chercher une maison plus grande. J'ai passé des jours entiers à visiter les alentours sans rien trouver. Tout était petit, délabré ou déjà occupé. Découragée, je suis allée voir les frères de Rayana. Je leur ai dit que j'avais cherché partout, sans succès. Ils m'ont répondu de ne pas m'inquiéter, ils connaissaient une maison parfaite pour moi. Je leur ai demandé où elle se trouvait. Ils m'ont simplement demandé de les suivre. Je suis donc montée dans ma voiture et j'ai suivi la leur. Ils ont quitté la ville. Le trajet semblait interminable. Plus on roulait, plus les routes devenaient étroites, désertes. Ils ont finalement tourné dans un chemin très étroit, entouré de roches et de sable. Devant nous, aucun signe de vie. Pas une maison, pas un bruit. Je commençais à me demander où ils m'emmenaient. Mais eux avançaient comme s'ils connaissaient parfaitement l'endroit. Au bout d'un moment, j'ai aperçu un petit endroit isolé. 5, peut-être 6 maisons en pierre, toutes inachevées, à moitié construites. Un lieu perdu, silencieux, presque effacé du monde. Parmi ces bâtisses, une seule semblait complète. Une grande maison à 2 étages. Les frères de Rayana m'avaient finalement conduit à cette grande maison isolée. Ils ont affirmé que c'était le logement parfait pour leur sœur. Pourtant, elle se trouvait à près de 20 kilomètres de notre ancienne région. En réalité, elle était même en dehors de la province. Je leur ai demandé pourquoi ce choix. L'un des frères a répondu qu'il connaissait le propriétaire et qu'il pourrait négocier le loyer à la baisse. Cette idée m'a soulagée. Je leur ai dit qu'on pouvait y aller. À ce moment précis, ils se sont regardés entre eux avec un sourire étrange, comme si tout s'était déroulé selon leur plan. Mais je n'ai pas relevé. Tout ce que je voulais, c'était vivre tranquillement avec ma mère et Rayana, loin des disputes. Quelques jours plus tard, on a déménagé. On avait tout transféré, nos meubles et toutes nos affaires. Ma mère, fatiguée par l'âge, a pris le rez-de-chaussée. Rayana et moi, on était à l'étage supérieur. Les 3 premiers jours ont été paisibles. On était heureux, soulagés d'avoir enfin un nouveau départ. Mais ce qui m'inquiétait, c'était l'emplacement du logement. La maison se trouvait au milieu de nulle part, entourée de bâtiments vides. Pas un voisin, pas une lumière, pas un bruit. La nuit, l'endroit était terrifiant. Je n'osais même pas ouvrir la porte après le coucher du soleil. L'obscurité y était trop lourde, presque oppressante. Une nuit, juste avant d'aller me coucher, je suis entrée dans la salle de bain pour prendre une douche. Quelques instants plus tard, un cri déchirant a résonné. C'était Rayana. J'ai bondi hors de la salle d'eau, encore trempée, et j'ai couru jusqu'à la chambre. Elle était allongée par terre, secouée de tremblements. Je me suis précipitée vers elle, paniquée. Et lorsqu'elle a réussi à parler, ce qu'elle m'a dit m'a glacé le sang. Elle a affirmé avoir vu un homme l'observer à travers la fenêtre. J'ai allumé toutes les lumières de la maison, une par une, jusqu'à ce que tout soit baigné de blanc. Je suis allée jusqu'à la fenêtre en question, mais rien. Aucune silhouette, aucun bruit. Le vide. Je lui ai dit qu'elle avait dû rêver, mais Rayana jurait avoir vu cet homme, distinctement, juste derrière la vitre. Et dans cet endroit isolé, il n'était pas impossible qu'elle ait raison. Cette nuit-là, elle n'a pas dormi. Elle restait éveillée, persuadée qu'on nous observait. Je ne savais pas quoi faire, alors j'ai attendu que le jour se lève. Le lendemain soir, tout semblait revenu à la normale. Ma mère dormait dans sa chambre du bas, Rayana à l'étage. Et moi, j'étais assis seul dans le salon, pensif. Puis soudain, j'ai entendu un bruit sec, comme si quelqu'un frappait une porte. Au début, je ne savais pas d'où il venait. J'ai tendu l'oreille, et j'ai compris. Le bruit venait de la porte arrière. Cette porte, on ne l'avait jamais utilisée. Son verrou était rouillé, et la clé perdue depuis le jour où on avait emménagé. Avec prudence, j'ai ouvert la porte d'entrée, et je suis sortie. J'ai fait le tour du bâtiment, le bruit continuait. 3 coups, puis le silence. J'arrivais enfin derrière la maison. Rien, aucune trace, aucune silhouette. Tout mon corps s'est tendu. Ce lieu était mort, inhabité. Et pourtant, quelque chose bougeait ici. Je suis restée figée quelques secondes avant de rebrousser chemin. Sur ma gauche, 2 maisons abandonnées, vides, sombres. C'est alors que j'ai entendu des voix. 2 voix lointaines, graves, déformées, résonnant comme un écho à travers les murs. Elles semblaient venir de l'une des maisons désertes. Leurs mots étaient incompréhensibles, comme un murmure venu d'un autre monde. Mes jambes se sont mises à trembler.
J'ai voulu courir, rentrer, m'enfermer à double tour. Mais au moment où j'ai tourné la tête vers l'une des bâtisses, j'ai vu quelque chose bouger à l'intérieur. Une silhouette, humaine, mais dissimulée sous un drap blanc, semblable à un linceul. Elle marchait lentement à travers la pièce vide, visible à travers la fenêtre sans vitre. Mon sang s'est glacé. Un cri m'a échappé, un hurlement qui a traversé toute la vallée. Je me suis mis à courir de toutes mes forces jusqu'à la maison. J'ai claqué la porte derrière moi et je me suis effondré dans le salon, haletant, terrorisé. Mon cri avait réveillé ma mère et Rayana. Elles sont descendues précipitamment. Je leur ai raconté ce que j'avais vu. Ma mère, effrayée, a posé une main sur mon épaule. Mais Rayana, elle, restait debout, silencieuse, à me fixer avec un sourire étrange au coin des lèvres. Je me suis tournée vers elle et je lui ai demandé pourquoi elle souriait ainsi. Elle m'a répondu calmement que depuis la veille, elle m'avait prévenue, mais je n'avais pas voulu la croire. Et maintenant, ce que j'avais vu venait selon elle de me prouver qu'elle disait vrai. J'ai pris une décision immédiate. On devait quitter cette maison dès le lendemain. Cet endroit n'était pas sûr, ni pour moi, ni pour ma mère, ni pour elle. Mais Rayana s'est soudain opposée à cette idée. Elle voulait qu'on reste, qu'on règle le problème. Sa réaction m'a glacé le sang. Depuis des jours, elle se plaignait de la maison, et maintenant qu'il s'agissait de partir, elle voulait y rester. Quelque chose ne tournait pas rond. Son visage a brusquement changé, ses traits se sont figés, la peur se lisait dans ses yeux. Je commençais à me dire qu'elle cachait quelque chose. Peut-être qu'elle n'était pas aussi innocente que je le pensais. Ma mère, en voyant ma colère, a tenté de me calmer. J'ai fini par me détendre et passer la nuit à ses côtés. Tout semblait redevenu calme. Mais au petit matin, alors que je me préparais à partir travailler, quelque chose a attiré mon attention à l'extérieur. Devant la maison, dans la poussière, on distinguait clairement des traces de pneus fraîches. Elles étaient récentes. La voiture s'était garée ici 2 ou 3 heures plus tôt, pendant que je dormais. J'étais certain de n'avoir rien entendu. Je suis donc rentrée et j'ai demandé à Rayana si elle avait remarqué ou entendu une voiture s'approcher pendant la nuit. Elle a répondu que non, d'un ton sec, sans me regarder. Mais sa réponse n'était pas convaincante. Dans toute cette région, personne ne savait qu'on habitait ici, sauf ses frères. J'en ai conclu que c'était eux qui étaient venus pendant la nuit et que Rayana voulait me le cacher. Mais pourquoi ? En partant au travail, je n'arrivais pas à chasser ce doute. Là-bas, j'ai croisé mon collègue Omar, un ami proche, à qui je pouvais tout confier. Je lui ai raconté tout ce qui se passait depuis mon mariage, les bruits étranges, les silhouettes, le comportement de Rayana. Omar m'a regardé sérieusement et m'a dit que depuis que j'étais mariée avec cette fille, il savait que les problèmes allaient me suivre. Il m'a expliqué que la seule solution, c'était d'observer attentivement tout ce qui se passait dans ma maison. Selon lui, la zone où je vivais était abandonnée depuis des années, et il n'était pas impossible qu'elle soit habitée par des djinns. Je lui ai dit que je venais chercher un conseil, et pas qu'il ne me fasse encore plus peur. Mais il a insisté. Il m'a demandé d'observer, de voir ce qui entrait et sortait de chez moi. J'ai compris qu'il parlait surtout de Rayana. Mais comment la surveiller alors que je passais mes journées au travail ? Pourtant, ce jour-là, je ne sais pas pourquoi, une impulsion m'a poussée à rentrer plus tôt. J'ai demandé une permission à mon supérieur qui m'a autorisé à partir 4 heures avant la fin de la journée. J'ai pris la route vers la maison. Personne ne connaissait vraiment ce chemin, à part moi et les frères de Rayana. En approchant du dernier virage, j'ai aperçu une voiture quitter la zone. Une voiture que je n'avais jamais vue auparavant. Elle ne ressemblait pas à celle des frères de Rayana, ni à aucun véhicule connu de la région. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Qui pouvait venir ici, à cette heure ? J'ai accéléré, décidé à découvrir ce qui se passait. En arrivant à la maison, j'ai trouvé Rayana assise seule dans le salon. Dans sa main, elle tenait quelque chose, un petit objet qu'elle a aussitôt caché dans son sac dès qu'elle m'a vu entrer. Je n'ai pas eu le temps de voir ce que c'était. Je lui ai dit que j'avais vu une voiture quitter les lieux et je lui ai demandé si quelqu'un, peut-être ses frères, était venu la voir. Elle a tout de suite nié, un peu trop vite même. Puis, pour détourner la conversation, elle m'a demandé pourquoi j'étais rentrée plus tôt. J'ai répondu vaguement, sans insister. Mais quand je lui ai reparlé de la voiture, elle a tenté de se justifier. Elle a dit que peut-être qu'un des propriétaires des maisons voisines était venu jeter un œil. Un argument absurde. Ces maisons étaient vides depuis des années, personne n'y mettait les pieds. Je sentais qu'elle mentait. Épuisée, je suis montée dans la chambre sans ajouter un mot. Je me suis endormie profondément.
À mon réveil, la nuit était tombée. J'avais faim et la maison était silencieuse. Il n'y avait plus rien à manger, alors j'ai décidé de sortir acheter quelque chose. La route menant à notre maison était étroite, poussiéreuse, bordée d'arbres tordus et secs. Les phares de ma voiture éclairaient les troncs et les buissons sur les côtés. Puis soudain, quelque chose a bougé dans la lumière. Entre les arbres, une silhouette d'homme. Il marchait vite, presque en courant, de dos. Je n'ai pas pu voir son visage. Puis il s'est enfoncé dans la forêt et a disparu. À peine eut-il disparu qu'un hurlement de hyène a résonné dans la nuit. Un son si proche que j'en ai eu des frissons dans tout le corps. J'ai appuyé sur l'accélérateur et quitté les lieux au plus vite. Mais à la sortie du chemin, une voiture était garée sur le bas-côté. Je l'ai reconnue. C'était la même voiture que celle que j'avais vue partir plus tôt dans la journée. Elle était tournée vers la direction de ma maison, phare éteint. J'ai continué à rouler doucement, puis une fois passé devant elle, je me suis garé plus loin. Je suis sorti de ma voiture et je me suis avancé à pied, discrètement. Je me suis approché jusqu'à environ 100 mètres. De là, j'ai observé. La voiture ne bougeait pas. Pas un bruit, pas un geste à l'intérieur. J'ai attendu. 10 minutes, 20, 30. Une heure entière est passée. Ça faisait 1 heure et 10 minutes que j'observais la voiture immobile au loin. Et soudain, ses phares se sont allumés. Le moteur s'est mis en marche, mais elle ne s'est pas dirigée vers l'entrée de ma maison. Elle a continué tout droit, s'éloignant lentement, jusqu'à disparaître dans l'obscurité. J'ai pris soin de mémoriser sa forme, sa couleur, chaque détail, afin de la reconnaître si jamais je la croisais à nouveau. Pendant tout le chemin du retour, je repensais aux mots d'Omar, mon ami. Sa voix résonnait dans ma tête. Observe tout ce qui se passe chez toi. Et j'ai commencé à comprendre. Il se passait quelque chose dans cette maison. Mais ce n'était pas seulement une histoire de djinn, c'était humain, quelque chose de calculé, qui se déroulait dans mon dos. À partir de ce moment-là, j'ai décidé de tout surveiller. Chaque bruit, chaque détail. J'ai fouillé la maison, y compris la chambre, les tiroirs, les armoires. Rayana a vite remarqué ce comportement et m'a demandé pourquoi j'agissais ainsi. Je lui ai simplement répondu que j'avais le droit de savoir tout ce qui se passait sous mon toit. 2 jours plus tard, en pleine nuit, tout a basculé à nouveau. On dormait tous. Ma mère au rez-de-chaussée et Rayana et moi à l'étage. Soudain, la voix de ma mère m'a appelée. Un cri faible, tremblant, pas comme d'habitude. J'ai bondi du lit, dévalé les escaliers et j'ai trouvé ma mère étendue au sol, haletante, le souffle court. Je me suis précipitée vers elle. Elle tremblait, les yeux écarquillés, et d'une main tremblante, elle pointait un coin sombre de la pièce. Elle a balbutié en disant qu'il y avait quelqu'un, ici, dans la pièce. J'ai aussitôt fouillé l'endroit, mais rien, aucun signe de présence. Quand je suis revenue vers elle, elle tremblait encore, perdue. À ce moment-là, Rayana était descendue aussi. Elle a regardé ma mère, puis elle m'a lancé qu'elle m'avait dit que cette maison était habitée. Ces mots m'ont mis hors de moi. Je lui ai rappelé que c'était elle qui, quelques jours plus tôt, refusait de partir. Elle a tenté de se justifier, mais je ne voulais plus rien entendre. Ma priorité, c'était ma mère. Elle semblait confuse, désorientée. Ses yeux se fermaient à moitié, sa respiration devenait faible. J'ai aussitôt pris les clés et je l'ai conduite à l'hôpital. Les infirmières l'ont examinée. Quelques minutes plus tard, l'une d'elles est revenue vers moi, le visage grave. Ma mère avait reçu un coup à l'arrière du crâne. Un frisson m'a traversé. Comment c'était possible ? La blessure était nette, comme provoquée par un choc, mais pas une simple chute. J'étais sous le choc. Il n'y avait que 3 personnes dans cette maison. Moi, ma mère et Rayana. Toutes les portes étaient fermées, toutes les fenêtres verrouillées. Personne n'avait pu entrer. Alors, qui avait frappé ma mère ? Les infirmières insistaient. La blessure était bien due à un coup. Peut-être, disait-elle, avait-elle glissé et heurté quelque chose. Mais moi, j'étais là quand je l'avais trouvée. Elle gisait au sol, consciente, effrayée, et elle m'avait dit qu'il y avait quelqu'un dans la pièce. Cette phrase ne quittait plus ma tête. À l'hôpital, ma mère semblait perdue. Par moments, elle murmurait seule, répétant des phrases sans aucun sens. Les médecins m'ont dit que c'était sans gravité, qu'elle reprendrait ses esprits d'ici quelques heures. On est donc rentré à la maison. Mais sur le chemin du retour, alors qu'on s'approchait du portail, je l'ai vue à nouveau. La même voiture, la même que j'avais vue plusieurs fois ces derniers jours. Elle sortait justement du sentier qui menait à notre maison. Cette fois, c'en était trop.
Je me suis garé brusquement sur le bas-côté, prêt à en découdre. Mais la voiture arrivait en sens inverse. Je ne pouvais pas tourner pour la suivre sans risquer un accident. Elle est passée à toute vitesse, sans que je ne puisse voir le conducteur. Dès qu'elle a disparu, j'ai accéléré et j'ai foncé chez moi. La porte d'entrée était grande ouverte, et Rayana se tenait là, figée, nerveuse, tournant la tête de droite à gauche, comme si elle attendait quelqu'un. La colère est montée immédiatement. Je me suis approché d'elle, furieux. Je lui ai demandé ce qu'elle faisait là, dehors, seule, à cette heure-ci. Elle paraissait troublée, mal à l'aise. Elle s'est mise à pleurer, me jurant qu'elle attendait simplement notre retour, qu'elle avait entendu un bruit étrange venant de la pièce. Et effectivement, elle tremblait, visiblement terrorisée. Mais si elle nous attendait dehors, alors qui était dans cette voiture garée près de la maison quelques instants plus tôt? Et surtout, qu'est-ce que cette personne venait y faire? Je ne comprenais plus rien. Quelque chose clochait, profondément, mais je n'arrivais pas encore à mettre le doigt dessus. Je me suis excusée auprès de Rayana, calmement, en essayant d'apaiser la tension. Elle a fini par me pardonner. Ma mère, épuisée, est partie dormir dans sa chambre au rez-de-chaussée, tandis que Rayana et moi sommes montés à l'étage. La nuit s'est passée sans incident, mais au matin, la véritable catastrophe a commencé. Rayana s'est réveillée en larmes. Sa main droite était couverte de grandes marques violacées, comme des ecchymoses profondes. J'ai aussitôt examiné sa peau. Les marques étaient bien réelles, la chair gonflée, comme brûlée de l'intérieur. Je lui ai demandé ce qui s'était passé pendant la nuit. Elle m'a raconté, entre deux sanglots, qu'elle avait fait un cauchemar. Dans son rêve, une vieille femme, le visage complètement brûlé, s'était approchée d'elle en tenant une tige de fer chauffée et lui avait posé cette barre sur la main. Mon sang s'est glacé. La description de cette vieille femme, c'était exactement celle de ma grand-mère. La même, celle qui était morte brûlée dans l'incendie de notre ancienne maison. Je n'arrivais pas à y croire. Est-ce que ce qu'elle avait vu était réel, ou est-ce que c'était un avertissement? Puis, un souvenir m'a traversé l'esprit. Au tout début de notre mariage, je lui avais raconté la mort de ma grand-mère. Et maintenant, elle la décrivait dans son rêve avec des détails que seule une personne qui l'aurait vue pourrait connaître. Mais ce qui m'a troublé encore plus, c'est que la brûlure était authentique. J'ai décidé de ne pas aller travailler ce jour-là et de conduire Rayana à l'hôpital. J'ai laissé ma mère se reposer seule à la maison, pensant que tout irait bien. À l'hôpital, après plusieurs examens, le médecin a affirmé que ce n'était ni une brûlure, ni une simple ecchymose. Il a expliqué que c'était un phénomène de stagnation sanguine, comme si le sang avait été aspiré sous la peau. Le genre de marque qu'on obtient lorsqu'on provoque une succion localisée, empêchant le sang de circuler. Je n'ai pas cherché à comprendre davantage. Je n'étais plus sûre de rien. Est-ce que c'était un accident, un effet psychologique, ou quelque chose de plus sombre? 2 heures plus tard, on est rentré. Et là, dès notre arrivée, j'ai tout de suite vu que la porte de la maison était grande ouverte. Sans même couper le moteur, j'ai sauté de la voiture et couru vers l'intérieur. Rayana me suivait, paniquée. Je me suis précipitée jusqu'à la chambre de ma mère. Le choc a été brutal. La pièce était saccagée. Les draps arrachés, les vêtements jetés partout, la commode renversée. Et surtout, ma mère avait disparu. Je me suis mis à crier son nom, encore et encore, jusqu'à en perdre la voix. J'ai fouillé chaque recoin de la maison, puis les maisons abandonnées autour, les ruelles, les champs. Rien, aucune trace. Fou de désespoir, j'ai pris la voiture et j'ai foncé au commissariat pour signaler sa disparition. Les policiers ont écouté, mais sans réel sérieux. Quand ils ont appris qu'elle avait montré des signes de confusion récemment, ils ont parlé de troubles mentaux. Ils disaient que c'était sûrement une fugue, qu'elle avait quitté la maison seule, désorientée, et qu'elle ne devait pas être bien loin. Ils m'ont promis de chercher. 3 jours ont passé. 3 jours de recherche sans résultat. Rien. J'étais à bout. Et Rayana, au lieu de m'aider, me désorientait. Elle me proposait chaque fois de nouvelles pistes, des endroits éloignés, inutiles. Un jour, elle a même suggéré que ma mère était peut-être retournée à la maison brûlée de ma grand-mère. J'y suis allée. J'ai cherché. Mais c'était vide, silencieux et poussiéreux. Plus le temps passait, plus j'étais persuadée que Rayana me cachait quelque chose. Elle esquivait mes questions, changeait de sujet, et ses réactions ne collaient pas à la situation. Je ne savais plus vers qui me tourner. Ni la police, ni ma femme n'étaient d'aucune aide. Il ne restait qu'une seule personne à qui je pouvais faire confiance, Omar. Je l'ai appelé et je lui ai donné rendez-vous dans un endroit discret. Quand je l'ai vu, j'ai tout déballé.
Mes soupçons, mes doutes, les incohérences. Je lui ai dit que Rayana mentait, que ses frères étaient certainement impliqués, des criminels, tous, et que tout ce qui m'arrivait depuis le mariage semblait calculé. Je lui ai expliqué que cette histoire de brûlure de Rayana n'était probablement qu'une mise en scène, un moyen de m'éloigner de la maison et de détourner mon attention. Mais pourquoi ? Omar m'a regardé longuement avant de répondre que j'aurais dû surveiller ma maison. Il me l'avait dit. Je lui ai demandé un vrai plan, une solution. Il a réfléchi un instant et m'a dit de bien l'écouter. Je devais dire à Rayana que je devais partir dans la capitale pour déclarer officiellement la disparition de ma mère. Et je devais l'inviter à venir avec moi. Si elle refusait, c'est qu'elle cachait quelque chose. Ensuite, je devrais faire semblant de partir et on se cacherait tous les deux, pas loin de la maison. Si quelqu'un entrait ou sortait pendant mon absence, on saurait la vérité. C'était risqué, mais c'était notre seule chance. Je suis rentrée chez moi et j'ai mis le plan en marche. J'ai dit à Rayana que je partais le lendemain matin à la capitale pour déposer un dossier officiel. Je lui ai demandé de venir avec moi. Son visage s'est figé. Elle a baissé les yeux et a répondu d'un ton nerveux qu'il n'y avait pas besoin qu'elle vienne avec moi et que je pouvais y aller seule. Cette réponse a suffi. Tout ce qu'Omar avait prédit se confirmait. Je lui ai fait croire que je partais vraiment. Je lui ai souhaité de prendre soin d'elle et je lui ai dit que je resterais peut-être 1 ou 2 semaines là-bas. Je suis montée dans la chambre, j'ai pris quelques vêtements pour rendre ma mise en scène crédible, puis je suis redescendue. Je lui ai fait un signe de la main et j'ai quitté la maison. Je me suis rendue directement chez Omar. J'ai garé ma voiture dans sa cour intérieure, bien à l'abri des regards, pour être sûre que personne ne remarque ma présence. Puis, je suis restée chez lui jusqu'à environ 11 heures du soir, le temps de préparer un vrai plan. Durant ces heures, on a réfléchi à une manière d'approcher ma maison sans être vu. Omar a proposé de faire appel à l'un de ses cousins, un homme qui connaissait parfaitement tous les chemins cachés de la région. On l'a fait venir et je lui ai tout raconté. Depuis mon mariage avec Rayana jusqu'à la disparition de ma mère. Dès qu'il a appris où se trouvait la maison, il s'est mis à nous expliquer les chemins possibles pour y accéder sans passer par la route principale. Il y en avait plusieurs, mais un seul semblait court, discret et direct. Un sentier qui menait derrière la maison, entouré d'arbres épais, totalement isolé. Ce chemin, disait-il, ne laissait personne nous voir. Mais il avait un défaut, il était dangereux. Je me suis alors rappelé. C'était le même sentier où, quelques jours plus tôt, j'avais aperçu un homme courir entre les arbres avant d'entendre un cri de hyène. Le simple souvenir de ce moment a fait remonter une peur glacée dans ma poitrine. Malgré ça, on a décidé de tenter le coup. On a élaboré un plan précis, pris une lampe torche chacun et nous sommes montés dans la voiture d'Omar. Après environ 15 minutes de route, on a arrêté le véhicule à 2 km de la maison, dans un virage isolé. On a coupé le moteur et continué à pied, en silence, progressant lentement à travers la forêt dense. Sur notre gauche, on devinait la route principale, mais personne depuis là-bas ne pouvait nous voir, tant les arbres étaient serrés les uns contre les autres. Le silence n'était troublé que par le froissement des feuilles sous nos pas. Après plusieurs minutes, entre les branches, j'ai enfin distingué quelque chose. C'était la voiture blanche, celle que j'avais vue à plusieurs reprises ces derniers jours. Elle était garée exactement au même endroit. Mon instinct me poussait à courir vers elle, à ouvrir la portière et à découvrir qui était à l'intérieur. Mais Omar et son cousin m'ont retenu de justesse. Ils craignaient que la personne dans la voiture soit armée. Alors, on a décidé de continuer en restant cachés. On a avancé encore quelques mètres, mais le sentier nous a menés dans une zone plongée dans une obscurité totale. Là, il faisait si noir que je ne pouvais même pas voir ma propre main devant mon visage. On a continué à avancer à tâtons, prudemment, mais rapidement, on s'est perdus les uns les autres. Omar marchait plus vite que nous. Soudain, sa voix a retenti dans le noir, quelques mètres plus loin. Il nous a crié de venir. On voyait la maison d'ici. On a suivi le son de sa voix et on l'a retrouvée. Depuis cet endroit, la vue sur ma maison et celle des alentours était parfaitement dégagée. C'était comme une terrasse surélevée, un poste d'observation idéal. Et c'est là que tout a commencé. À peine quelques minutes après qu'on se soit installé, une lumière est apparue au loin. Une vieille voiture, usée, grinçante, s'approchait lentement de la maison. Elle s'est arrêtée juste devant le portail. 2 hommes en sont descendus. Leur silhouette massive se détachait dans le faisceau des phares. Ils ont ouvert le coffre arrière du véhicule et en ont sorti une grande caisse en bois. Un caisson lourd, rectangulaire, comme un cercueil.
Sans perdre de temps, ils l'ont porté jusqu'à la porte d'entrée et sont entrés dans la maison, puis ils en sont ressortis quelques secondes plus tard, silencieux, et sont remontés dans la voiture avant de disparaître dans la nuit. On est resté figé, tétanisé. Qui étaient ces hommes? Qu'est-ce qu'ils avaient déposé dans cette caisse? Tout, dans leur attitude, transpirait le secret et la peur. J'étais à bout. J'avais envie de foncer, de descendre la colline, de courir jusqu'à la maison pour tout découvrir. Mais Omar et son cousin m'ont retenu de force. Ils savaient que si je bougeais maintenant, je gâcherais tout. Je leur ai dit de prévenir la police, mais ils ont refusé. Omar a préféré filmer la scène. Il a sorti son téléphone et a enregistré chaque seconde, la voiture, les hommes, la caisse et leur départ précipité. Et à peine quelques minutes plus tard, alors qu'on observait encore la maison, une autre voiture est arrivée. C'était la même voiture blanche que j'avais vue toutes ces nuits. Elle s'est arrêtée juste devant le portail. Et dès que j'ai vu les personnes sortir de cette voiture, j'ai été sous le choc. Ces visages, je les connaissais trop bien. C'était le père de Rayana et son fils aîné. À ce moment précis, mon sang n'a fait qu'un tour. J'ai bondi d'entre les arbres, prêt à descendre la colline pour aller les affronter. Je ne pensais plus à rien, ni au danger, ni à la peur. Tout ce que je voulais, c'était les affronter face à face. Ils m'ont retenu de toute leur force. Ils me répétaient de me calmer, de garder la tête froide, que si je bougeais maintenant, on risquait de tout faire échouer. Et ils avaient raison. Pour l'instant, nous n'avions aucune preuve tangible contre eux. Alors, j'ai serré les poings, tremblant de rage, et je leur ai dit qu'on devait appeler la police, immédiatement. Raïd, le cousin d'Omar, a sorti son téléphone et a composé le numéro des autorités. Il leur a expliqué la situation, l'adresse, les détails. Mais rien, aucune réaction. Les policiers n'ont même pas pris le signalement au sérieux. Un frisson d'injustice m'a parcouru. Je me suis souvenu du jour où j'avais signalé la disparition de ma mère. Eux aussi, à l'époque, avaient ignoré mon appel. Et si tout était lié? Et si même la police était impliquée dans quelque chose de bien plus grand? On a décidé d'attendre. Toute la nuit, on est resté embusqué dans ce coin reculé, les yeux rivés sur la maison. Mais rien n'a bougé jusqu'à l'aube. À ce moment-là, j'ai fini par accepter la stratégie d'Omar et Raïd. Agir prudemment, recueillir des preuves, ne rien précipiter. C'était la seule manière d'obtenir justice sans risquer nos vies. On est donc retourné chez Omar par ce même sentier, épuisé mais déterminé. On a décidé de revenir le lendemain soir pour poursuivre la surveillance et tenter d'attraper Rayana et sa famille en flagrant délit. Le plan, cette fois, allait être renforcé. Un ami d'Omar, nommé Mastour, allait nous accompagner. C'était un policier. Il travaillait dans le même commissariat que les officiers que j'avais déjà vus auparavant. Un homme discret, croyant, habitué aux opérations de terrain et aux descentes nocturnes. Quand Omar lui a expliqué la situation, Mastour a accepté immédiatement de venir. Il aimait les missions de ce genre, et il disait vouloir la vérité avant tout. Cette nuit-là, on était 4. Moi, Omar, son cousin Raïd et Mastour. On a repris le même chemin que la veille, mais cette fois-ci, on s'est approché plus près du terrain. De là où on était, la vue sur la maison était parfaite. Quelques minutes plus tard, quelque chose a bougé. Une voiture officielle de la police est arrivée lentement devant la maison. En la voyant, j'ai cru que c'était enfin terminé, que les autorités venaient interpeller les frères et le père de Rayana. Mais la réalité a été tout autre. De cette voiture sont descendus 2 hommes, un sergent et un agent. Et à la réaction de Mastour, j'ai compris aussitôt. Il les connaissait. Ils travaillaient dans le même poste de police que lui. Les 2 policiers se sont dirigés vers la maison et la porte s'est ouverte aussitôt. L'un des frères de Rayana en est sorti en tenant 2 armes à feu. Sans un mot, il a remis les armes aux 2 policiers qui les ont prises tranquillement avant de remonter dans leur véhicule et de repartir. J'étais sous le choc. Impossible de croire ce que je venais de voir. Les policiers collaboraient avec eux. Tout devenait clair. Ma mère, sa disparition, le manque de réaction des forces de l'ordre. Tout s'expliquait. Je sentais une colère brûlante m'envahir. Mais cette fois, plus question d'agir seul. Omar et Mastour étaient tout aussi révoltés. Mastour, blême, répétait que ce qu'il venait de voir était impardonnable. Il a décidé d'agir sur le champ. Il a sorti son téléphone et a appelé directement son supérieur hiérarchique, un officier haut gradé qu'il respectait profondément. Il lui a expliqué brièvement qu'il y avait une affaire extrêmement grave impliquant des trafiquants d'armes et des policiers corrompus, mais il a précisé qu'il ne pouvait rien dire au téléphone.
L'officier a compris immédiatement la gravité de la situation et lui a fixé un lieu de rendez-vous. Quelques minutes plus tard, on était là-bas. L'officier nous attendait, seul, au milieu de la nuit. On lui a tout raconté, chaque détail. Les allées et venues, les armes, la voiture blanche, le cercueil de la veille, la disparition de ma mère et la peur dans les yeux de Rayana. Il nous a écoutés en silence. Puis il a déclaré d'une voix ferme qu'à partir de maintenant, personne ne bougeait seul. On devait garder le secret et préparer une descente organisée. Il nous a demandé de ne rien dire à personne, pas même aux autres agents du commissariat. Il savait qu'il y avait des traîtres. Ce qui m'a surpris ce soir-là, c'est qu'il n'a fait appel à aucun autre policier, seulement à nous 4, ceux qui avaient vu les choses de leurs propres yeux. On a passé la nuit au poste, le temps qu'il établisse un plan. Il voulait intervenir directement à la maison, mais de manière intelligente, pour surprendre tout le monde à l'intérieur. Avant de partir, je lui ai donné un dernier détail essentiel. Il y avait une porte arrière, verrouillée à clé. Personne ne l'utilisait, et je n'avais jamais eu la clé. L'officier nous a regardés avec calme et a dit qu'il avait sur lui une clé universelle, capable d'ouvrir n'importe quelle serrure. C'est à ce moment-là que le plan final a pris forme. On allait infiltrer la maison par la porte arrière, celle que personne n'utilisait. Une fois à l'intérieur, on verrait enfin ce qui se passait. On a donc embarqué dans la voiture de l'officier. En silence, la tension était à son comble. Arrivé à proximité de la maison, on a garé le véhicule à distance et continué à pied. En contournant le mur, on a rejoint l'arrière du bâtiment. Personne aux alentours. Pas un mouvement, pas une ombre. L'officier nous a fait signe de rester là et a avancé seul. Il a sorti sa clé, l'a glissée dans la serrure et l'a tournée doucement. Un clic métallique a résonné. La porte s'est ouverte lentement. Il a jeté un rapide coup d'œil à l'intérieur, a fait signe que tout était sûr et on l'a rejoint. Le silence régnait. Aucun bruit, aucune présence. La maison semblait vide, presque trop propre, comme si tout avait été préparé à l'avance. On a monté les escaliers, lentement, pistolet braqué. Chaque marche grinçait sous nos pas. Arrivé à l'étage, même constat, personne. La maison était vide, parfaitement rangée, mais aucune trace d'activité. Quelque chose clochait, tout ça ressemblait à un piège. On a décidé de nous poster sur le toit, à couvert, d'où on pourrait observer l'entrée principale sans être vu. Le temps est passé lentement. Une demi-heure plus tard, enfin, des phares sont apparus au loin. Une voiture s'est arrêtée devant la maison. L'officier a jeté un regard discret depuis le bord du toit. C'était la même voiture blanche. Celle que j'avais vue tant de fois, celle que j'avais commencé à haïr. 2 silhouettes en sont descendues. J'ai reconnu immédiatement Rayana et son frère. Ils portaient 2 grosses valises noires. Impossible de savoir ce qu'elles contenaient, mais à leurs gestes précipités, on devinait qu'il s'agissait de quelque chose de lourd et de grave. Ils sont entrés dans la maison et ont refermé la porte. À ce moment précis, Mastour et l'officier sont descendus discrètement du toit. Leur but était de les surprendre avant qu'ils ne puissent réagir. Nous, restés en retrait, on devait attendre leur signal avant de les rejoindre. L'opération s'est déroulée en quelques secondes. Un bruit sourd, des cris étouffés, puis le calme. Mastour et l'officier avaient réussi à les maîtriser. On est descendu aussitôt à notre tour pour les rejoindre. Rayana et son frère étaient désormais au sol, menottés. L'officier, impassible, leur a ordonné d'ouvrir les valises. Ils ont refusé. Il s'est approché, a sorti son arme et l'a posée contre la tempe du frère de Rayana. Puis il a répété qu'il devait ouvrir la valise. Sous la pression, le jeune homme a cédé. Il a ouvert lentement la première valise. Elle contenait des sachets entiers de pilules, de poudre et de substances interdites. Une quantité si colossale que selon les mots de l'officier, si on en distribuait à toute la région, elle tomberait dans la dépendance en moins d'une semaine. L'officier, pris de rage, a frappé le frère de Rayana du bas de son arme, le faisant s'effondrer au sol. Et c'est à cet instant que tout a basculé. Pendant qu'on regardait son frère, Rayana, silencieuse, a glissé la main sous sa djellaba, en a sorti un pistolet et a tiré à bout portant sur les jambes de l'officier. L'officier est tombé au sol, blessé. Mastour a réagi aussitôt et a tiré à son tour. La balle a atteint Rayana à la cuisse. Elle s'est effondrée, incapable de bouger. Le chaos s'est installé. Le danger était partout. Si le reste de la famille arrivait, on était perdu. L'officier, allongé, saignait abondamment. Il a tenté d'appeler du renfort depuis son téléphone, mais personne au poste n'a répondu. Pas un agent, rien.
Le silence radio a confirmé ce qu'on redoutait. Le commissariat était corrompu. Personne ne viendrait. La situation devenait critique. L'officier gémissait. Rayana et son frère étaient blessés, mais conscients, et ils étaient menottés au sol. On ne savait plus quoi faire. Bastour a alors pris une décision. Il allait aller chercher la voiture de l'officier, et on devait tenir bon. Il a pris les clés, est sorti en courant, et s'est glissé entre les arbres pour faire le trajet jusqu'à la route. Pendant ce temps, on a attaché Rayana et son frère plus solidement. 20 minutes plus tard, on a entendu le bruit d'un moteur. Bastour revenait. La voiture s'est arrêtée brutalement devant la maison. On a hissé l'officier dans le véhicule, puis traîné Rayana et son frère à l'arrière. Sans perdre une seule seconde, on a quitté la zone à toute vitesse. Sur la route vers l'hôpital, le silence était pesant. Et moi, je n'en pouvais plus. Je me suis tournée vers le frère de Rayana, furieux. Je lui ai demandé où était ma mère et qu'est-ce qu'il lui avait fait. Il m'a regardée, puis d'une voix tremblante, il m'a dit que ma mère était vivante, je ne devais pas m'inquiéter. Elle était avec son père. À ce moment-là, une énorme colère m'a frappée. Toute la haine, toute la peur, tout le chagrin se sont mêlés dans un seul cri intérieur. Ces gens avaient tout orchestré, depuis le début. Ils avaient enlevé ma mère. Et maintenant, je comprenais pourquoi. L'heure de vérité approchait. Dès qu'on a quitté l'hôpital, Omar et moi avons pris la route vers la maison du père de Rayana. Je voulais en finir, comprendre où se trouvait ma mère. Mais en arrivant, le choc. La porte d'entrée était grande ouverte. L'intérieur était vide, pas un bruit, pas un souffle de vie. Tout semblait avoir été quitté à la hâte, comme si les habitants venaient de fuir à la dernière minute. Il n'y avait plus aucun doute. Le père de Rayana et ses 2 fils restants avaient eu vent de l'arrestation de Rayana et son frère. Ils avaient disparu, emmenant ma mère avec eux. Pris de panique, on a refait demi-tour vers l'hôpital pour interroger le frère de Rayana. Malgré ses menottes, les marques de sang séchées sur son visage, il a juré, en tremblant, que ma mère était bien vivante et qu'elle se trouvait dans la maison de son père depuis le jour même de sa disparition. À ce moment-là, les autorités avaient déjà lancé un avis de recherche contre le père de Rayana dans toute la région et les provinces voisines. Mais le problème, c'est qu'on ne savait plus à qui faire confiance. Certains policiers étaient peut-être encore complices. Et s'ils le protégeaient? La confusion régnait. Même les 2 agents de police qu'on avait vus collaborer avec le frère de Rayana ont disparu. Leur véhicule avait été retrouvé sur une route secondaire, abandonné, batterie débranchée, vide, leurs armes emportées avec eux. Rapidement, des équipes spéciales venues d'autres régions ont été dépêchées pour renforcer les recherches. Ils ont élargi le périmètre, ont fouillé les fermes, les routes secondaires, mais malgré tous leurs efforts, aucune trace de ma mère. Pendant ce temps, le frère de Rayana a été transféré dans un autre commissariat, loin de notre ville, pour éviter toute interférence avec les officiers corrompus. Là, il a été interrogé par une équipe extérieure. Au début, il mentait, esquivait, minimisait. Mais après plusieurs heures d'interrogatoire et sous la pression, il a fini par craquer. Son aveu a fait l'effet d'une bombe. Il a expliqué que son père, lui, ses frères et Rayana formaient une organisation criminelle active depuis des années, spécialisée dans le trafic d'armes et de drogue. Et plusieurs policiers étaient impliqués. Il a même donné leur nom. Mais tous ces agents avaient déjà disparu. Puis il a raconté comment il les avait piégés. Le frère de Rayana, grâce à son réseau, ciblait des jeunes policiers fragiles, souvent en difficulté financière. Il leur proposait d'essayer ses produits, juste pour tenir le coup. Très vite, il les rendait accros, dépendants. Et lorsque leur salaire ne suffisait plus à financer leur addiction, il leur offrait des doses gratuites, à condition de travailler pour lui. Et pour s'assurer qu'ils ne le trahissent jamais, il les filmait en secret pendant qu'ils consommaient, parfois dans leur voiture de service. Dès lors, ils étaient piégés. S'il tentait de le dénoncer, il les faisait chanter avec les vidéos. C'est ainsi qu'il avait acheté le silence et la loyauté de plusieurs membres des forces de l'ordre. Mais ce n'était pas tout. Il a aussi révélé que le mariage de Rayana n'avait été qu'un moyen de couverture. Son père l'avait forcé à m'épouser pour avoir une base stable et un accès libre à une maison isolée sans attirer les soupçons. Et tout s'éclairait. Le jour où ils avaient accusé ma mère d'avoir maltraité Rayana, c'était qu'une mise en scène, un moyen de m'obliger à quitter notre ancien logement pour déménager dans cette nouvelle maison, choisie précisément pour servir de cache et de point de distribution. Même les traces de pneus que j'avais vues un matin devant la porte, ces visites nocturnes inexpliquées, tout ça prenait sens. Pendant que j'étais au travail ou endormie, Rayana laissait entrer son père et ses frères.
Ils entreposaient les produits, préparaient leur livraison, puis repartaient avant mon retour. Et moi, naïf, je ne voyais rien. Pendant des mois, ils se sont servis de moi. Puis, le frère de Rayana a parlé du jour où tout avait basculé. Ma mère avait fini par découvrir leur trafic et comptait me prévenir dès mon retour du travail. Mais avant qu'elle ne puisse parler, Rayana, paniquée, lui a donné une substance, un somnifère ou un calmant puissant, capable de provoquer une amnésie temporaire. C'est ce soir-là que ma mère avait crié, en disant qu'il y avait quelqu'un dans sa chambre. Ce n'était pas un délire, c'était vrai. C'était le frère de Rayana lui-même qui était entré et l'avait frappé à l'arrière de la tête. Seul un miracle l'avait sauvée. Pendant que ma mère, encore sous l'effet du produit, luttait pour rester consciente, Rayana, de son côté, faisait diversion. Elle simulait des cauchemars, des blessures, me forçant à l'accompagner à l'hôpital pour m'éloigner de la maison. Et pendant que j'étais partie avec elle, ses frères étaient revenus. Ils avaient enlevé ma mère et l'avaient cachée dans la maison du père de Rayana. Grâce à leur contact dans la police, l'affaire avait été étouffée. Mon signalement de disparition avait été classé sans suite, sous prétexte que ma mère souffrait de troubles mentaux. Mais maintenant, tout était clair. Leurs plans, leurs manipulations, leurs mensonges. Tout s'était emboîté. Je n'avais plus que des regrets. J'aurais dû écouter ma mère, rompre avec cette femme maudite dès les premiers signes étranges. Au lieu de ça, je nous avais tous entraînés dans leur piège. Les jours suivants, la traque s'est intensifiée. Pendant 4 jours entiers, les forces de recherche ont fouillé la région, mais aucune trace du père de Rayana ni de ma mère. Le 5e jour, on a décidé, moi, Omar et Mastour, de reprendre les recherches par nous-mêmes. On a pris la voiture d'Omar et on a recommencé à parcourir la région, chaque route, chaque sentier, chaque ruine. Et puis, alors qu'on quittait le périmètre de la ville, quelque chose a attiré notre attention. Au loin, sur la route poussiéreuse, une silhouette marchait difficilement, le dos courbé, une main appuyée sur le genou, comme si elle peinait à avancer. Même de loin, on a tout de suite compris. C'était une personne. Et au fond de nous, on savait déjà qui c'était. J'ai demandé à Omar d'accélérer. Je voulais qu'on atteigne cette personne avant qu'elle ne disparaisse à son tour. Et plus on s'approchait, plus les détails devenaient clairs. C'était une femme. Mon cœur s'est mis à battre fort. Je reconnaissais cette démarche. Quand on s'est enfin arrêté à sa hauteur, j'ai senti mes jambes se dérober. C'était ma mère. Elle marchait seule, dans la poussière, les vêtements froissés, les lèvres bougeant faiblement, comme si elle parlait toute seule. Son regard était vide, perdu. Et quand je me suis précipitée vers elle, elle m'a regardée sans me reconnaître. Mon cœur s'est brisé. Comment ma mère, cette femme forte, droite, lucide, avait-elle pu en arriver là? Elle avait perdu la raison, complètement. Ses yeux étaient vides, son esprit ailleurs. On l'a aussitôt installée dans la voiture. Personne ne parlait. Le silence pesait plus que des mots. On s'est rendu à l'hôpital. Je voulais comprendre ce qu'il lui avait fait, ce qu'elle a subi pendant tout ce temps. Les médecins l'ont immédiatement prise en charge. Analyse, scanner, examen. 2 longues heures à attendre dans le couloir, à tourner en rond, à prier. Puis le médecin est sorti avec les résultats. Et ce qu'il m'a annoncé m'a anéanti. Ma mère souffrait d'une amnésie totale. Sa mémoire avait été détruite, morceau par morceau. Les tests ont montré que pendant sa captivité, le père de Rayana lui avait administré régulièrement des substances chimiques capables de provoquer des pertes de mémoire temporaires. Mais à force d'en recevoir, son cerveau avait fini par lâcher complètement. Pire encore, les analyses ont révélé un début d'insuffisance rénale. Son corps était déshydraté, épuisé. À force de consommer ces produits, et faute d'eau, ses reins avaient cessé de fonctionner normalement. Le médecin a dit calmement que ses organes avaient tenu tant qu'ils avaient pu, mais maintenant, il fallait prier. J'ai explosé. Dans un accès de rage et d'impuissance, j'ai renversé les chaises, brisé les bureaux, hurlé jusqu'à perdre la voix. Comment avait-on pu faire ça à ma mère, cette femme qui s'était sacrifiée toute sa vie pour moi? Je n'arrivais plus à me contrôler. La haine m'aveuglait. Je n'avais qu'une seule idée en tête, me venger. Et je savais exactement par où commencer. Rayana. Elle était toujours hospitalisée, blessée à la jambe après la fusillade. Je me suis précipitée vers sa chambre, décidée à en finir. Mais en arrivant devant sa porte, 2 policiers montaient la garde. Ils avaient reçu l'ordre de la protéger. Ils m'ont retenue et m'ont calmée de force. Mais comment aurais-je pu me calmer? Ma mère était détruite, brisée, malade. Et sa tortionnaire, elle, reposait tranquillement sous protection policière. Je me suis effondrée dans le couloir, la tête entre les mains.
tout s'écroulait. J'aurais voulu ne jamais quitter la vieille maison de ma grand-mère, celle où malgré la pauvreté, on vivait en paix. Si j'avais su ce que le destin nous réservait, je ne serais pas partie. Ma mère ne méritait pas ça. Personne ne mérite ça. Pendant ce temps, le père de Rayana, ses 2 fils restants et les policiers complices étaient toujours portés disparus. Aucune trace. Je n'avais désormais plus qu'une seule obsession, la vengeance. Rayana et son frère étaient arrêtés, mais tant que leur père, le véritable instigateur, respirait encore le même air que moi, je ne connaîtrais jamais la paix. Je devais le retrouver, peu importe comment. Entre-temps, ma mère a été admise en soins intensifs. Les médecins ont fait tout leur possible pour stabiliser son état. Quant à l'officier blessé, celui qui avait reçu la balle dans sa jambe, était enfin rétabli. Et il m'a fait une promesse. Il m'a juré que je prendrais ma revanche. Et il a tenu parole. Il a lancé une vaste opération de recherche, mobilisant des équipes dans toutes les régions voisines. Des affiches ont été placardées partout. Les visages des policiers corrompus, de Rayana, de ses frères et de son père. Les gens chuchotaient leur nom avec dégoût. Les médias locaux ont repris l'affaire. Et l'officier, pour accélérer les choses, avait même ajouté son numéro personnel à l'avis de recherche. Très vite, le téléphone n'a plus cessé de sonner. Les jours passaient, et le téléphone du commandant ne s'arrêtait pas. Des dizaines d'appels chaque jour. Certains disaient avoir vu le père de Rayana, d'autres prétendaient même l'avoir capturé. Mais à chaque fois, c'était faux. Des mensonges, des rumeurs, des pièges destinés à détourner l'enquête. Ils voulaient brouiller les pistes, épuiser les forces de recherche, empêcher qu'on se concentre sur la bonne zone. Mais l'officier n'était pas dupe. Il connaissait bien ce genre de stratagème. Et un soir, tout a changé. Il a reçu un appel. Une voix d'homme lui a affirmé avoir aperçu le père de Rayana dans une région reculée. Mais le ton, le timbre, quelque chose dans cette voix lui a semblé familier. Après quelques secondes d'écoute, il a compris. Ce n'était pas un inconnu. C'était le chef de brigade corrompu, celui qui avait fui avec le père de Rayana depuis le début. L'officier n'a rien dit. Il a enregistré calmement le numéro, puis a transmis immédiatement l'information au centre de commandement. Les techniciens ont tracé l'appel. En quelques minutes, ils ont localisé la position. Un secteur montagneux isolé à environ 250 km. Sans perdre une seconde, l'officier a formé une équipe spéciale. Je n'ai pas pu les accompagner. La mission était trop dangereuse. Ils sont partis dans la nuit, sans un mot. Et dès leur départ, je n'ai plus eu aucune nouvelle. Pendant 12 heures, puis 15. Aucun contact, aucune communication. Je commençais à perdre espoir. Je me disais que c'était fini, que le père de Rayana les avait tous éliminés. Et soudain, une nouvelle, un message, une phrase qui m'a redonné vie. Le père de Rayana avait été capturé. Il l'avait enfin arrêté, lui, ses 2 fils restants et le chef de brigade traître qui les accompagnait. Quant aux autres complices, les policiers corrompus, ils avaient fui le pays. Mais peu importait, le principal était entre nos mains, la tête du serpent. Le procès n'a pas tardé à s'ouvrir. Tout était déjà prouvé. Les aveux de Rayana, de son père, les armes, les substances, les vidéos. Face au juge, on lui a posé une seule question. Pourquoi en es-tu arrivé là ? Sa réponse a glacé le sang de toute la salle. Il a dit que c'était le monde qu'il avait détruit, le regard des autres, la société qu'il avait rejetée, lui et sa famille, parce qu'ils étaient pauvres. Il a raconté que dans leur village, on les méprisait, que les écoles refusaient ses enfants, prétextant qu'ils ne pouvaient pas payer les frais. Il s'était senti humilié, brisé, alors il avait choisi le mal, juste pour survivre. Il s'était tourné vers le trafic d'armes et de substances, pensant redonner à ses enfants ce que la société leur avait refusé. Mais à force de vivre dans le mensonge, il s'était perdu. Ils étaient devenus les serviteurs du diable. Et à cause d'eux, des dizaines de familles dans la région avaient été détruites. Leur nom était désormais synonyme de mal. On les surnommait la famille d'Iblis. Ces paroles m'avaient presque ému, mais aucune excuse ne pouvait justifier le mal qu'il avait fait. Le verdict a été sans appel. La peine de mort, pour lui, pour ses fils, pour Rayana et pour le chef de brigade corrompu. C'est ainsi que s'est achevée l'histoire de cette famille. Le vrai mal, ce n'est pas la pauvreté, c'est la haine qu'on sème quand on méprise les autres. Le message est clair. Aucune tribu, aucune richesse, aucun statut ne définit la valeur d'un être humain. Seules les actions comptent. Et si vous doutez encore, rappelez-vous de l'exemple de cet homme, un homme que le mépris du monde a transformé en monstre.
Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cette histoire? J'espère qu'elle vous a plu. Je savais que Ryan a été louche, mais je me doutais pas qu'il y avait tout ça derrière cette histoire. Et vous, dites-moi quelles étaient vos théories avant de savoir la fin. J'ai hâte de vous lire. N'oubliez pas de liker, de partager et de booster la vidéo pour nous soutenir. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas pour ne pas louper les prochaines histoires. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire terrifiante.